Et bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons nous tourner vers la Charente-Maritime d'où j'ai pu tirer quelques histoires assez sympathiques. Au programme, magie, créatures, fantômes et chevalerie. Ne perdons pas plus de temps. Nous commençons avec une petite histoire sur le symbole populaire de la ville de Ponce, ou du moins un animal qui revient visiblement sur plusieurs monuments originaires du Moyen-Âge dans les environs. Une histoire assez simple, mais dans le fond semble plus sérieux. Un jour, un pêcheur s'en alla au bord d'une rivière connue pour son abondance en poissons et après plusieurs prises attrapa un animal assez inattendu, une anguille. Mais pas n'importe quelle anguille, car il s'agissait de la plus belle créature qu'il ait vue au monde, tant et si bien que la créature fut qualifiée de sirène. Le poissonnier de la ville et rapidement ensuite les habitants ne purent se résoudre à tuer l'animal, car la croyance voulait qu'une anguille aussi parfaite ne pouvait avoir été créée juste pour finir en sous. Alors, d'un commun accord, ils décidèrent de la garder en vie et d'en faire l'animal emblématique de la ville. Dès lors, on affubla la créature d'une clochette et on lui trouva comme demeure le puits du château, à la place duquel se trouve aujourd'hui le château d'eau de la ville. Régulièrement, les habitants se rendaient au puits afin de tendre l'oreille pour pouvoir entendre la créature, sa clochette ou le clapotis d'eau qu'elle pouvait faire, ne serait-ce que pour s'assurer que la bête allait bien. Mais bizarrement, souvent plus rassurés de ne pas l'avoir entendue au passage. Car oui, il était de notoriété populaire qu'entendre l'animal depuis le haut du puits signifiait qu'un grand malheur allait s'abattre bientôt, que ce soit sur la personne ou sur la ville entière. Ainsi l'animal devint à la fois un symbole, mais aussi un moyen d'anticiper les événements, d'après la rumeur. Quoi qu'il en soit, vous pourrez voir sa silhouette dans de nombreux endroits de Ponce, comme à l'hôpital Neuf ou dans les chapiteaux de la porte du donjon. La créature restera ancrée dans le folklore de la ville, humblement certes, mais malgré tout. J'ai choisi cette légende ou cette histoire car vous n'êtes pas sans savoir que chaque ville a son symbole, que ce soit un blason ou un animal totem en un sens. Peut-être que vous pourriez apprendre des histoires intéressantes en vous intéressant à celui ou celle de votre ville ou village. Mais c'est surtout pour rappeler que ce sont les éléments essentiels de notre folklore aussi. Souvent oubliés dans le temps, seul l'emblème demeure. Même le plus humble et le plus discret peut cacher toute une histoire, si cette dernière ne s'est pas oubliée dans le temps. Non loin de Vierzon, vous pourrez tomber sur la fontaine de Mandrou, un point d'eau plus large que l'on pourrait croire, et dont on prétendrait que le fond n'existerait pas. Autant ne pas s'y baigner, je pense. Quoi qu'il en soit, il y a une histoire. Au fond de cette fontaine, l'on dit qu'un château se trouve. Revenons donc dans un temps où les légendes avaient pris vie, et je vais vous conter celle du château de Mondrou, qui disparut en l'espace d'un instant, évanoui dans les airs comme s'il n'avait jamais existé, et qui aujourd'hui n'est plus qu'un mythe. Le seigneur du château avait recueilli une jeune femme qui fut autorisée à y demeurer. Sa beauté et sa gentillesse eurent au fait de faire parler d'elle, bien que les rumeurs entre elle et le seigneur allaient bon train. Il n'en était rien. Non, il ne s'agissait que d'un acte de bonté charitable envers la pauvre femme qui n'avait aucun endroit où vivre. Malheureusement pour elle, le fils du seigneur n'était pas aussi bon et rapidement il finit par tourner autour de la belle sans même lui laisser son mot à dire. Cela commença par de simples œillades, puis des gestes déplacés, et s'ensuivit alors des déclarations passionnées en public. Mais la douce n'était pas intéressée et le repoussa tant bien que mal en tâchant de se montrer polie, ne voulant pas froisser le père du jeune homme, qui était également son hôte. Le seigneur ne fit jamais rien pour tempérer les ardeurs de son fils, et comme il en était au crépuscule de sa vie, ce qui devait arriver arriva. Le jeune, devenu seigneur, prit en poursuite la pauvre femme, ne lui laissant pas le choix. Cette dernière s'enfuit alors jusqu'à atteindre le puits de Mandrou. Sans alternative, elle sauta dedans et disparut dans les profondeurs. Le château et tous ses habitants disparus alors. La rumeur dit que la vieille bâtisse avait eu tellement honte du jeune seigneur qu'elle ne pouvait encore se dresser sous le ciel. Quoi qu'il en soit, l'effet était que tout un château s'en trouva évanoui. Parfois, lorsque la lumière du jour le permet, en observant le fond de la fontaine, certains habitants jurèrent avoir vu la forme des tours du château dans les profondeurs de l'eau. Et certains soirs, sous le regard de la lune, la jeune femme entrait les bords de la rivière, seul être encore libre d'aller et venir autour de la fontaine. Bien évidemment, ce n'est qu'une histoire, mais vous ne perdez rien à jeter un petit coup d'œil au fond de l'eau, si d'aventure vous passez dans le coin. Qui sait, vous pourriez apercevoir le fameux château disparu, ou bien simplement profiter d'une bonne balade. Il est parfois difficile d'établir l'origine d'un fantôme. Certains sont là, tout simplement. Ils existent, et si un jour ils ont eu une histoire, elle s'est aussi perdue dans les limbes des âges. Perdue et irrécupérable. Les dames blanches de Mazuro peuvent faire partie de ces fantômes. Ou alors elles ont une histoire, et si c'est le cas, je n'ai rien pu trouver de mon côté.
Mais je ne viens pas les mains vides sur le sujet, rassurez-vous. Tout d'abord, on sait qu'elle entrait le puits de Masuro. Une piste concernant leur présence autour de ce puits pourrait s'expliquer par la présence d'anciennes sépultures celtiques. Même si ce n'est qu'une idée, certes farfelue, nous en conviendrons. Mais dans le monde du folklore, tout peut être exploré, et l'imaginaire se retrouve libre de toute entrave. Quoi qu'il en soit, de nombreux témoins prétendent avoir vu les fantômes, ou entendus. Des dames blanches, non pas une, mais bien plusieurs, semblant apparaître durant les nuits d'orage et s'agglutinant en rond autour du puits. Aucune personne sensée n'a donc cherché à en savoir plus. Évidemment, ce serait la pire des idées que de s'en approcher, car les esprits sont rarement réputés pour apprécier la compagnie des vivants. Mais tout le monde n'est pas censé dans ce monde, et la légende raconte qu'un homme a essayé. Un fanfaron aurait profité d'une nuit d'orage pour s'approcher du puits. Il savait pourquoi et surtout ce qu'il allait y trouver. Si la simple vue des êtres habillés en blanc aurait suffi à faire fuir même le plus téméraire, lui demeura là, leur faisant face. Pire encore, il se permit une approche, voulant converser avec l'une des dames du puits. Grossière erreur. Par chance, il n'en fit pas d'autre, et ce pour une bonne raison, il n'en aurait plus jamais l'occasion. Les dames l'attrapèrent et l'entraînèrent dans une danse endiablée autour du puits, grimpant peu à peu dans les airs au fur et à mesure du rythme. L'homme ne redescendit plus jamais. Seul son postiche, détaché durant la danse, avait retrouvé le plancher des vaches. Voilà pourquoi en cas de rencontre avec un fantôme, il vaut mieux privilégier la direction opposée, si ce dernier vous en laisse l'occasion bien sûr. Sinon, courir aussi vite que possible. Et si le fantôme vous attrape, alors priez. Ce n'est pas garanti que ça marche, mais franchement à ce niveau, vous n'aurez plus rien à perdre en essayant. Si vous allez à La Rochelle, vous pourriez visiter un endroit que l'on nomme la Pointe de la Repentie, d'où vous pourrez avoir une belle vue de l'océan. Cela dit, attention à ce qui se cache sous l'eau, car ce lieu possède une histoire. L'histoire tragique d'un pêcheur et de sa femme. Elle nous parle d'un homme riche qui avait fait de la pointe sa demeure, sur la plage pour être proche de l'océan. L'homme était devenu pêcheur avec le temps et profita de son temps libre pour partir au large. Un jour qu'il était parti pêcher avec sa femme, l'homme remonta une étrange créature avec son filet. Après maintes efforts pour la hisser à son bord, le couple découvrit avoir alors attrapé une sirène. La stupeur fut au rendez-vous en constatant que la créature était douée de paroles. La sirène implora alors le couple de faire preuve de clémence et de lui rendre sa liberté. Le pêcheur, empathique par nature, voulut accepter, mais alors qu'il commençait à libérer la belle de l'océan, sa femme l'arrêta, insistant pour qu'il la ramène en guise de trophée. Malgré les menaces de la sirène, elle ne changea pas d'avis. Le bateau revint donc sur la plage avec à son bord l'une des prises les plus rares que l'on puisse trouver. Cependant, la sirène voulut laisser une dernière chance à la femme, en la menaçant d'en faire une repentie malgré elle. Sans succès. Peu importe qu'elle menace ou implore le couple jour et nuit, la femme intervint à chaque fois pour empêcher son mari de la libérer. Puis arriva ce qui devait arriver. L'océan lui-même décida de venir reprendre l'une de ses filles. Le niveau de l'eau monta jusqu'à la maison, afin de la détruire entièrement. De toute la famille ne resta que la femme, impuissante face à la sentence de cette force écrasante qui venait de lui prendre son mari et ses enfants. La sirène avait tenu sa promesse, faisant de sa détentrice une repentie, ayant dû payer de sa faute avec tout ce qu'elle possédait. La sirène, libre, ne lui jeta même pas un regard, et disparut dans les profondeurs de l'océan qui se retira peu à peu. L'histoire ne nous apprend pas ce qu'il advint ensuite de la femme, mais elle avait payé chèrement sa cupidité et a tiré le plus grand des malheurs sur tout son entourage. S'il y a un personnage qu'il ne faut pas énerver dans l'univers des mythes et légendes, c'est bien le roi de l'océan. Quoi qu'il en soit, mieux vaut parfois faire preuve de clémence que de chercher à abuser de la chance. Cette histoire est peut-être plus une leçon à retenir, non ? Pour finir cette série, restons dans du classique. Une histoire d'amour avec un dragon comme toile de fond. Celle d'Élise de Caboran, qui était tombée éperdument amoureuse du chevalier Listan, si vertueux et si bon qu'il plaisait à tout ce qu'il croisait. Hélas, sauf le père d'Élise, qui ne fut pas attiré par le chevalier sans le sou pour le convaincre d'un mariage. Il repoussa les avances de l'homme car il voulait marier sa fille à un chevalier plus riche que lui, ce qui entraîna un profond chagrin auprès d'Élise. À la suite d'un bal, chacun repartit de son côté et le baron se renferma dans son château en compagnie de sa fille. Elle était le portrait craché de sa défunte épouse et il voulait la promettre au fils de son décédé frère d'armes, qui était également le plus riche seigneur de la contrée. Or, un jour, la mer déborda à la suite d'une tempête et en se retirant, laissa sur place une créature effroyable. Un dragon
qui ravagea le pays durant des mois entiers sans laisser aucun répit à la population tout en se jouant des éventuels assaillants. Listan fut alors convoqué auprès du seigneur, n'ayant d'autre option. Il concéda de laisser sa fille l'épouser en échange de la tête du dragon, promettant au chevalier garde et escorte pour le soutenir dans sa quête. Malheureusement, à la vue de la créature qui cria « Noua » en guise de rugissement, tous les hommes accompagnant le chevalier prirent peur et s'enfuirent sans demander leur reste, laissant Listan seul, tant et si bien que ce dernier n'eut d'autre choix que de fuir également. Il invectiva tous les hommes de sa garde, les traitant de couards, et misa sur ses chiens pour une seconde rencontre. Mais les chiens furent à leur tour tétanisés face à la rencontre du monstre. Alors Listan, n'ayant plus d'autre choix, chargea le dragon et le combattit seul. Devant l'ardeur du combattant, les chiens, ragaillardis, se joignirent alors à lui. Et après un long et douloureux affrontement, la créature rendit enfin son dernier souffle après un coup porté au cœur. À son retour, sa promise l'accueillit, et le mariage eut lieu peu de temps après. On fit élever une chapelle sur le lieu de la mort de Noua, édifice qui disparut avec le temps, et sur la caverne de l'animal, lieu de la tanière du monstre, fut bâti un château portant son nom, détruit lui aussi par des temps moins cléments, entre tempêtes et incendies. Mais cela arrivera bien plus tard, et notre couple vécurent heureux. Difficile de savoir s'ils eurent plein d'enfants, cela dit. Dans tous les cas, cette histoire se termine sur une fin heureuse, et n'en demeure que la légende comme seule preuve de leur amour. Et voilà qui clôture cette vidéo, bien qu'il y ait encore d'autres légendes du coin à voir. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, courant de la semaine à venir, je devrais faire une petite vidéo pour vous tenir au courant des futures améliorations de la chaîne, car il va y avoir quelques changements, mais rien d'énorme non plus, je précise. En attendant, la semaine prochaine nous partirons vers le nord, pour une région aussi connue que son vin. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt.